April Jones, une fillette de 5 ans originaire de Machinlet, au pays de Galles, a disparu le 1er octobre 2012 alors qu'elle jouait près de chez elle. Un témoin l'a vue monter à bord d'un Land Rover Discovery gris. Après avoir parlé avec le conducteur, la police a alors lancé l'une des plus importantes opérations de recherche de l'histoire britannique. Lors de la perquisition du domicile des Bridger, les policiers ont découvert des taches de sang correspondant à l'ADN d'April à plusieurs endroits de la maison, ainsi que des fragments d'os humains dans la cheminée, compatibles avec ceux d'un jeune enfant. Cette affaire a suscité un vif débat sur la sécurité des enfants et a profondément choqué le pays. Suivez avec nous l'histoire d'April Jones. April Jones est née le 4 avril 2007 de Coral et Paul Jones. Selon les membres de sa famille et les personnes qui la connaissaient, elle était une enfant joyeuse et pleine d'énergie, qui apportait de la vie au foyer. À un jeune âge, April a été diagnostiquée avec une paralysie cérébrale, ce qui signifiait qu'elle avait besoin d'un traitement quotidien et qu'elle faisait face à certaines limitations physiques. Toutefois, ce diagnostic ne la définissait pas. Sa famille a indiqué qu'April aimait être à l'extérieur, faisant souvent du vélo dans le quartier et jouant avec ses amis. À l'école, elle était décrite comme travailleuse, montrant des progrès évidents et s'entendant bien avec les autres. Le 30 septembre 2012, April a rapporté à la maison un bulletin scolaire positif de son école primaire. En raison du bon rapport qu'elle avait reçu la veille, elle a été autorisée à rester jouer dehors plus longtemps que d'habitude. Ce soir-là, April jouait avec des amis près de son domicile, dans le quartier de Brynagog. Vers 19h20, un Land Rover a été aperçu circulant dans la zone à grande vitesse, en provenance des Midlands. 9 minutes plus tard, un appel d'urgence affolé au 999 a été passé. L'appelant a signalé qu'April avait disparu et qu'elle aurait pu monter dans un véhicule avec quelqu'un. Je veux dire, toi seulement bonjour, et qu'est-ce qui te fait penser ça? Je n'en ai aucune idée. Partir en voiture avec quelqu'un pris en stop ou quelque chose comme ça. Comment s'appelle l'enfant disparu? Oncle Joe, quel âge a-t-elle? 5 ans. Le centre de répartition a agi sans délai. La police a été dépêchée immédiatement et, à peine 8 minutes plus tard, le premier agent est arrivé sur les lieux. Cet agent s'est entretenu avec un témoin clé, une amie de 7 ans qui jouait avec April au moment des faits. Malgré son jeune âge, l'enfant a fourni une description relativement précise. Elle a déclaré que l'homme qu'elle avait vu avait les cheveux bruns, une barbe et les yeux clairs, possiblement bleus ou verts. Il portait une veste ou un pull vert, un jean et des baskets. Cependant, le détail qui a particulièrement retenu l'attention des enquêteurs concernait le véhicule, selon le témoin. April est montée dans la voiture par la porte du conducteur. Cela signifiait que le volant se trouvait à gauche. Au Royaume-Uni, cela était inhabituel, la plupart des véhicules étant équipés d'une conduite à droite. Ce petit détail est rapidement devenu un élément déterminant, réduisant considérablement le champ de l'enquête dès les premières minutes. Lorsque la police a commencé l'enquête, l'affaire a été immédiatement classée comme grave. Sur la base des premières informations, elle a été traitée comme un enlèvement illégal. Et cela signifiait que le temps était un facteur crucial. Les équipes d'enquête ont reçu l'instruction de suivre toutes les pistes possibles avec un objectif précis, retrouver April le plus rapidement possible. Ironiquement, la journée avait commencé de manière tout à fait normale. La sœur d'April a déclaré plus tard que la matinée avait été semblable à toutes les autres. April s'était rendue à son cours de natation prévu et avait quitté le vestiaire en souriant, prête à rentrer chez elle. Bien que nous soyons déjà en octobre, le temps était ensoleillé et la soirée exceptionnellement douce. Mais vers 19h30, alors que sa sœur se trouvait dans un club de jeunes, elle a reçu un appel téléphonique affolé de leur mère. À l'autre bout du fil, Coral ne pouvait que crier qu'April avait disparu. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les collines, un sentiment d'angoisse s'est rapidement installé au sein de la famille et s'est propagé dans l'ensemble de la petite communauté. La réaction de la communauté a été presque immédiate. Lorsque la disparition d'April s'est répandue sur les réseaux sociaux,
Des habitants ont commencé à quitter leur domicile pour participer aux recherches et manifester leur soutien à la famille Jones. Toutefois, cette mobilisation spontanée a également posé des difficultés pour l'enquête. De nombreuses habitations étaient vides lorsque la police a procédé au porte-à-porte, obligeant les agents à revenir ultérieurement. Lorsque la sœur d'April est rentrée chez elle, elle espérait y retrouver sa cadette. À la place, elle a découvert sa mère en état de panique, tandis que la police fouillait activement les environs. À mesure que les recherches s'intensifiaient, les médias ont commencé à rapporter qu'une fillette de 5 ans aurait été emmenée illégalement. L'attention a rapidement dépassé le cadre local. À 22h30, la police a publié une mise à jour reconnaissant l'inquiétude croissante et appelant toute personne disposant d'informations à se manifester immédiatement. En peu de temps, des centaines de bénévoles locaux se sont rassemblés. À mesure que la nouvelle se diffusait sur Twitter et Facebook, la police a continué à communiquer des détails pour faciliter les recherches, précisant qu'April avait été vue pour la dernière fois portant une veste violette et le polo de son uniforme scolaire. Rapidement, la vie quotidienne de la ville a été perturbée. La collecte des déchets a été suspendue, les agents de propreté rejoignant eux-mêmes les recherches. Heure après heure, le nombre de participants a continué d'augmenter, dépassant 100 résidents locaux. Dans une commune de tout juste plus de 2000 habitants, la zone est rapidement devenue saturée de bénévoles, dont certains étaient venus du sud du pays de Galles et même du nord de l'Angleterre. La police a dû réorganiser les opérations afin de s'assurer que les équipes de recherche travaillaient de manière coordonnée sans se gêner mutuellement. La famille d'April n'a pas été autorisée à participer directement, afin d'éviter qu'elle ne soit confrontée à des situations éprouvantes. La communauté locale a donc assumé cette responsabilité. Un obstacle majeur est rapidement apparu: le terrain. Les environs étaient constitués d'une vaste zone rurale, composée de collines, de ravins, de ruisseaux, de cascades et d'un sol irrégulier. Des carrières d'ardoises étaient disséminées dans la région, et la pluie a commencé à tomber, rendant les recherches plus dangereuses et plus complexes. Au total, une superficie de plus de 60 km² a été inspectée, divisée en plus de 300 zones de recherche distinctes. La police comprenait parfaitement que, si April avait réellement été emmenée par un inconnu, le temps était un facteur déterminant. Chaque minute qui passait réduisait les chances de la retrouver vivante et en sécurité. 8 heures après le premier appel d'urgence au 999, les forces de l'ordre et des habitants locaux étaient toujours à l'extérieur, poursuivant les recherches dans l'obscurité. Plus de 120 agents ont travaillé toute la nuit, inspectant minutieusement chaque zone accessible. Au lever du jour, la police a pris une décision sans précédent. Elle a activé une alerte Child Rescue Alert, diffusant une notification urgente à l'ensemble des forces de police du Royaume-Uni. L'alerte comprenait une description détaillée d'April, de l'individu suspecté ainsi que du véhicule aperçu par le jeune témoin. C'était la première fois que le système Child Rescue Alert était déclenché à l'échelle nationale. Avril, quelques minutes après la disparition d'April, d'accord, on nous le demande. Les habitants de McCandless sont mobilisés. Des centaines de personnes participent aux recherches, aux côtés de bénévoles professionnels. Ils ont continué toute la nuit. Il y a beaucoup de monde ici ce matin et nous vous sommes très reconnaissants de votre aide et de votre soutien, et ce, jusqu'au lendemain. Quelques minutes après que la disparition d'April a été signalée, des centaines d'habitants de McKinleth sont descendus dans les rues pour aider. Rejoints par des équipes de recherche bénévoles formées, les recherches ne se sont pas arrêtées à la tombée de la nuit. Elles se sont poursuivies toute la nuit et le lendemain. 14 heures s'étaient écoulées depuis qu'April avait été vue pour la dernière fois, et il n'y avait toujours aucun signe de la fillette de 5 ans. Des avis de disparition ont rapidement été affichés dans toute la ville. La police a commencé à installer des barrages routiers, arrêtant des véhicules pour interroger les conducteurs et recueillir des informations. À mesure que l'enquête entrait dans une phase plus critique, la pression médiatique s'est intensifiée. Des points presse ont été organisés à plusieurs reprises, parfois à seulement quelques heures d'intervalle. Après s'être reposée, la jeune amie d'April a été de nouveau entendue par la police afin de préciser ce qu'elle avait observé. À l'issue de ce processus, un détail essentiel est devenu plus clair.
April n'est pas montée seule dans le véhicule. Elle a été aidée par le conducteur. Et comme April était atteinte de paralysie cérébrale, cela signifiait qu'elle n'aurait pas pu monter dans la voiture sans assistance. Ce qui restait incertain, en revanche, était de savoir si April connaissait la personne qui l'avait aidée. Au matin du 2 octobre, alors que les informations étaient examinées et recoupées, l'attention des enquêteurs a commencé à se concentrer sur un individu. Il s'agissait d'un homme de la région nommé Mark Bridger, qui n'était pas auparavant une figure connue des services de police locaux. Des informations indiquaient que Bridger et son véhicule se trouvaient dans la zone au moment où April aurait disparu. Ce qui a immédiatement retenu l'attention des enquêteurs, c'est que son véhicule était à conduite à gauche, correspondant à la description fournie par le jeune témoin. Parallèlement, la police a appris que Mark Bridger avait été aperçu parmi les bénévoles participant aux recherches d'April. Un élément qui a fait entrer l'enquête dans une phase entièrement nouvelle. Des unités supplémentaires ainsi qu'un hélicoptère de la police ont été rapidement déployés afin de localiser Mark Bridger. Parallèlement, les forces de l'ordre ont reçu des informations concernant 4 adresses possibles où il pourrait se trouver. Environ 20 heures après que la disparition d'April a été signalée, des équipes sont intervenues simultanément pour vérifier ces différents lieux. Les perquisitions n'ont révélé ni la présence d'April, ni celle de Bridger. À 15 heures, 3 des agents sont arrivés dans une petite propriété connue sous le nom de Mount Pleasant. Aucun véhicule n'était stationné à l'extérieur. Un enquêteur est entré dans la maison et a appelé April par son prénom, sans obtenir de réponse. Bridger ne s'était installé à Mount Pleasant que 5 semaines auparavant. Un peu plus d'une heure plus tard, vers 16h30, la police a annoncé que Mark Bridger avait été placé en garde à vue. Il a été localisé alors qu'il promenait son chien le long d'une route, à plusieurs kilomètres du domicile d'April, après avoir été repéré depuis les airs par un hélicoptère de la police. Il est à noter que Bridger n'a jamais levé les yeux vers l'hélicoptère qui circulait au-dessus de lui. Les agents ont également constaté qu'il semblait avoir modifié son apparence en se coupant les cheveux et en se rasant la barbe. Environ 30 minutes plus tard, une voiture de patrouille l'a intercepté lorsqu'on lui a demandé de confirmer son identité. Bridger s'est retourné et a déclaré « Je sais de quoi il s'agit ». Lorsqu'un agent lui a demandé directement « Où est April ?», Mark Bridger a répondu presque immédiatement. Il a déclaré qu'il s'agissait d'un accident, qu'il l'avait percutée avec son véhicule et qu'il ne savait pas où elle se trouvait à présent. Immédiatement après cette déclaration, Bridger a été placé en garde à vue. Les agents présents sur les lieux l'ont décrit comme émotionnellement instable et visiblement bouleversé, même après avoir été informé qu'il n'était pas tenu de faire d'autres déclarations. Bridger a insisté pour continuer à parler. Il a affirmé avoir participé aux recherches d'April tout au long de la nuit et le lendemain, se déplaçant à pied parce que son véhicule était prétendument en réparation. Bridger a indiqué que le véhicule concerné était un Land Rover Discovery à conduite à gauche. Il a nié avoir emmené April intentionnellement, déclarant qu'il avait tenté de lui porter assistance après la collision, mais qu'il avait paniqué. Bridger a affirmé que ce n'était que le lendemain matin, en regardant les informations à la télévision, qu'il avait compris de quel enfant il s'agissait. Il a déclaré ne pas savoir où il avait emmené April, seulement qu'elle ne réagissait plus et qu'elle avait cessé de respirer. Bridger a indiqué vouloir présenter ses excuses à la famille et a souligné qu'il ne considérait pas April comme un objet, mais comme un être humain. Mark Bridger a été conduit directement au commissariat d'Aberystwyth pour être interrogé, selon les informations disponibles. Le commissariat a temporairement suspendu le traitement d'autres affaires afin que les enquêteurs puissent consacrer toutes leurs ressources au dossier d'April. Pendant ce temps, la famille Jones a dû affronter une nouvelle nuit sans réponse. Après l'arrestation de Bridger, Coral, la mère d'April, s'est adressée au public en lançant un appel urgent. Elle a déclaré « Et il y a quelqu'un qui sait où elle se trouve et qui peut aider la police à la retrouver ? Sera-ce sur ce groupe des nouvelles ? L'information date d'il y a seulement 5 ans. S'il vous plaît, aidez-nous à la retrouver dans le cadre de cette enquête. Comme je l'ai dit précédemment, nous suivons plusieurs pistes.
Et Mark Bridger en fait partie. Concernant les images que je vous ai montrées plus tôt aujourd'hui, la photo du Land Rover Discovery et de Mark Bridger. Je peux vous demander, avez-vous vu ce véhicule entre lundi soir et mardi après-midi? Connaissez-vous Mark Bridger? L'avez-vous vu pendant cette période, dimanche soir et mardi après-midi? Si vous avez des informations, veuillez nous contacter sur la ligne de l'agent de protection de l'enfance. La police a confirmé par la suite que les recherches menées pendant la nuit, impliquant 40 agents formés, des unités cynophiles et des équipes de secours en montagne, n'avaient fourni aucun nouvel indice. Elle a remercié le public pour son soutien, tout en avertissant que les conditions de recherche devenaient de plus en plus dangereuses. Peu après, la police a déclaré que l'opération était sans précédent au Royaume-Uni, tant par son ampleur que par la difficulté du terrain concerné. Des équipes spécialisées provenant de plusieurs régions voisines ont été déployées, concentrant leurs efforts sur plus de 20 sites distincts. Au cours de l'opération, la police a reçu environ 600 signalements de la part de membres du public. Les recherches ont mobilisé 100 bénévoles du secours en montagne, 100 agents spécialisés dans les recherches policières, ainsi qu'un soutien supplémentaire des gardes-côtes. Ils ont cherché à cheval jusqu'à environ 15 heures, pendant 2 heures, et sont rentrés au lever du jour, prêts à repartir. Les opérations de recherche ont mobilisé 100 bénévoles du secours en montagne, 100 agents spécialisés dans les recherches policières, ainsi que le soutien des gardes-côtes. J'ai 2 personnes sans moyen de transport que je vais emmener avec moi. Je vous rejoindrai ici, paix céleste. Je vais demander aux habitants d'arrêter. Je ne pense pas que nous réussirons de toute façon, car c'est une communauté très soudée. Nous avons juste besoin de trouver un endroit. Lors de ses échanges avec la police, Mark Bridger a déclaré qu'April n'était plus en vie. Il a fourni une explication précise, affirmant qu'une collision impliquant son véhicule avait provoqué la chute d'April de son vélo et lui avait causé de graves blessures. Bridger a déclaré que, pris de panique, il l'avait placé dans sa voiture et avait tenté de lui apporter une assistance médicale, sans succès, puis avait quitté les lieux avec elle. Il a continué à affirmer qu'ensuite, il avait perdu le contrôle de la situation et ne se souvenait plus clairement de ce qu'il avait fait par la suite. Bridger a indiqué qu'il avait consommé de l'alcool, qu'il ne pouvait pas dire où se trouvait April à ce moment-là, mais a insisté sur le fait qu'il l'avait déposé dans un endroit sûr. En réponse à ces déclarations, la police a choisi de ne pas divulguer immédiatement ces informations au public. Les enquêteurs avaient besoin de temps pour vérifier l'exactitude de son récit, car à ce stade, aucune preuve indépendante ne venait étayer les affirmations de Mark Bridger. Immédiatement après son arrestation, les techniciens en identification criminelle ont sécurisé le domicile de Bridger et procédé à une fouille approfondie. En entrant dans la maison, un élément a immédiatement attiré l'attention, la forte odeur de produits de nettoyage et de substances chimiques. La maison était également inhabituellement chaude, ce qui laissait penser que la cheminée du salon avait été utilisée intensivement peu de temps auparavant. Des images captées par l'hélicoptère de la police, qui suivait Bridger, montrèrent de la fumée s'élevant de la cheminée de la propriété. Malgré une fouille approfondie de l'intérieur et des abords du domicile, les enquêteurs n'ont trouvé aucun signe d'April. Le soir du 2 octobre, la police a rencontré la famille Jones afin de l'informer des derniers développements. Pour eux, ce fut un moment accablant, alors que la possibilité qu'April rentre chez elle devenait de plus en plus lointaine. Au cours des interrogatoires, Bridger a manifesté des changements émotionnels rapides. Toutefois, les enquêteurs ont estimé que ces comportements ne traduisaient pas une détresse sincère, mais correspondaient davantage à l'attitude d'une personne cherchant à fabriquer et à manipuler un récit. La déclaration de Mark Bridger selon laquelle April n'était plus en vie a laissé l'ensemble de l'équipe d'enquête stupéfaite. Jusqu'à ce moment-là, les agents travaillaient depuis des heures dans des conditions difficiles, conservant l'espoir fragile qu'elle puisse être retrouvée saine et sauve. Alors que l'enquête entrait dans son 3e jour, l'orientation a clairement changé. La police devait désormais établir que Bridger était responsable du décès d'April, ce qui ne pouvait être confirmé que par des éléments médico-légaux. Lorsque le véhicule de Bridger a été saisi et examiné, les enquêteurs n'ont relevé aucun signe de collision routière ni aucun dommage correspondant à son récit.
L'absence de preuves concordantes a conduit la police à une conclusion déterminante. La version de l'accident avancée par Bridger était probablement une mise en scène destinée à dissimuler ce qui s'était réellement produit. La fouille du véhicule n'ayant rien donné de concluant, l'enquête s'est alors entièrement concentrée sur le domicile de Mark Bridger. Sur place, les experts en criminalistique ont découvert des éléments biologiques liés à April à l'intérieur de la maison, indiquant qu'elle avait subi de graves atteintes en ce lieu. Des matériaux récupérés dans la cheminée du salon ont été saisis pour analyse. Les enquêteurs ont par la suite confirmé que des fragments des restes d'April avaient été retrouvés, notamment plusieurs fragments dans la cheminée et un fragment dans la zone d'évacuation de la salle de bain. La police ne pensait pas que l'intégralité de son corps avait été détruite, mais plutôt que ces fragments s'étaient retrouvés à ces endroits lors de tentatives de nettoyage des lieux, parallèlement à l'enquête matérielle. L'analyse du domicile et de l'ordinateur personnel de Bridger a révélé un tableau encore plus préoccupant. Les données révèlent que cet individu représente un grave danger pour la sécurité publique. L'examen de son historique de navigation et de ses appareils personnels a permis aux enquêteurs de découvrir une grande quantité de contenu inapproprié et illégal concernant des mineurs. Notamment, l'individu conservait également des archives d'affaires choquantes survenues au Royaume-Uni, ce qui témoigne d'une obsession malsaine pour les jeunes victimes. De plus, la police a identifié certaines images comme ayant été collectées illégalement sur des plateformes de médias sociaux ciblant les enfants de la région. Il est à noter que le matériel comprenait des images d'April et de sa sœur aînée, Jasmine. Après la révélation de ces éléments, Jasmine s'est souvenue que quelques mois auparavant, Mark Bridger avait tenté de la contacter sur les réseaux sociaux en lui envoyant une demande de mise en relation. Cette demande n'avait pas été acceptée, son père ayant reconnu Bridger et sa mère l'ayant averti qu'il ne s'agissait pas d'une personne avec laquelle elle devait interagir. Une fois que la situation est officiellement passée d'une recherche d'enfants disparus à une enquête pour décès, l'atmosphère à Match Inlet a changé complètement. Environ 150 habitants se sont rassemblés dans l'église locale pour une veillée silencieuse de prière. Dans toute la ville, des rubans roses ont commencé à apparaître partout, à la suite d'un appel de chorale, la mère d'April, invitant les habitants à porter la couleur préférée de sa fille. Parallèlement, la police a indiqué avoir reçu plus de 2500 appels du public. Le Premier ministre David Cameron s'est exprimé publiquement, qualifiant l'affaire de pire cauchemar de toute famille, et a exhorté toute personne disposant d'informations pertinentes à se manifester. Alors que la pression publique s'intensifiait, le temps devenait un facteur déterminant pour les enquêteurs. En vertu de la loi, la police disposait jusqu'à 17 heures pour inculper Mark Bridger ou le libérer, sauf en cas de prolongation autorisée. Après examen, le tribunal a accordé un délai supplémentaire de 24 heures. Une fois encore, la communauté locale a réagi immédiatement. Environ 450 personnes ont répondu à l'appel de la police pour prêter assistance, notamment celles possédant une connaissance approfondie du terrain environnant. Have you got a car? Is it four-wheel drive? And the area which you know best? Le samedi 6 octobre, 5 jours après la disparition d'April, Mark Bridger a été officiellement inculpé pour enlèvement, meurtre et entrave au cours de la justice. Les procureurs ont déclaré qu'ils estimaient disposer de preuves suffisantes pour engager des poursuites et que ces inculpations répondaient à l'intérêt public. L'annonce est intervenue dans un climat d'émotion profondément partagé au sein de la communauté. Il y avait un certain soulagement à l'idée que la personne présumée responsable avait été identifiée et placée en détention. Dans le même temps, un immense chagrin demeurait pour April, une enfant qui ne rentrerait jamais chez elle. Alors, qui était Mark Bridger? Il est né en 1965 dans le Surrey et était le deuxième de 3 enfants. Son père avait été policier. À l'âge adulte, Bridger était un homme de forte corpulence, mesurant plus d'1,80 m. Certaines personnes ayant travaillé avec lui l'ont décrit comme accessible, travailleur et capable de faire bonne impression. D'autres, en revanche, ont évoqué des éléments plus préoccupants. Bridger manifestait souvent une fascination intense pour le milieu militaire. Il affirmait être expert en neutralisation d'engins explosifs et prétendait même avoir servi dans des unités d'élite. Des investigations ultérieures ont confirmé que ces déclarations étaient fausses.
Mark Bridger n'avait jamais servi dans l'armée à quelque titre que ce soit. Les archives indiquent que ses difficultés avaient recommencé tôt. À l'adolescence, il avait eu plusieurs démêlés avec la justice, notamment pour des infractions liées à des dégradations de biens et à la conduite sans assurance. Bridger a ensuite travaillé brièvement dans les services d'incendie, mais a quitté son poste après seulement 6 mois, alors que ses problèmes personnels s'aggravaient. Ses relations familiales se sont détériorées avec le temps, au point qu'il a ensuite affirmé à certaines personnes que ses parents étaient décédés. Finalement, Mark Bridger s'est installé au pays de Galles et a mené une vie instable et désorganisée. Il a occupé une série d'emplois de courte durée, notamment comme aide de cuisine, soudeur, secouriste et employé d'abattoir. Il a eu 6 enfants avec plusieurs femmes différentes, sans maintenir de relations durables, quelques jours seulement avant la disparition d'April. Il s'était séparé de sa compagne et était décrit comme se trouvant dans un état mental en dégradation. Vers 20h30, le Land Rover de Mark Bridger a été aperçu à son domicile. Le lendemain matin, un témoin a signalé avoir vu Bridger près d'une berge, transportant un sac poubelle noir contenant un objet non identifié. Par la suite, il a conduit son véhicule pour le faire réparer et a continué à participer au groupe de recherche avant son arrestation. Des analyses ADN ont confirmé ultérieurement que des traces biologiques d'April étaient présentes à l'intérieur du domicile de Bridger, en particulier sous la moquette du salon et dans la zone située devant la cheminée. Selon les rapports médico-légaux, les enquêteurs ont déterminé qu'April avait subi une agression sexuelle avant son décès, compte tenu de l'expérience professionnelle antérieure de Bridger dans un abattoir. Les enquêteurs ont estimé qu'il avait les compétences nécessaires pour manipuler une scène et tenter de dissimuler des éléments de preuve. Mark Bridger devait comparaître devant les magistrats d'Aberystwyth le lundi suivant. Pendant cette période, la police a indiqué que sa priorité restait la localisation d'April. 10 équipes spécialisées menant une recherche systématique et méthodique dès le samedi matin. Bridger a ensuite comparu devant le tribunal des magistrats d'Aberystwyth. À l'extérieur, une foule s'était rassemblée. Les tensions sont montées lorsqu'un incident s'est produit près du véhicule transportant Bridger, tandis que d'autres personnes exprimaient verbalement leur colère. Mark Bridger a ensuite été transféré à la prison de Manchester HMP Manchester, anciennement connue sous le nom de prison de Strangeways. Ces 7 derniers jours ont été marqués par de nombreux signes d'espoir. Cette fois-ci, des lanternes ont été allumées, marquant la date anniversaire de la dernière fois qu'April a été vu jouant dans ce quartier. Il y a exactement une semaine. Depuis, de nombreuses émotions se sont exprimées. 6 mois plus tard, la famille Jones a marqué ce qui aurait dû être le 6e anniversaire d'April en relâchant des ballons roses depuis le champ de Brynagog où elle avait autrefois joué. Le lundi 14 janvier 2013, Mark Bridger a comparu devant le tribunal pour enregistrer son plaidoyer formel. Il a plaidé non coupable des accusations relatives au décès de la victime et à la dissimulation d'éléments de preuve, tout en reconnaissant qu'il pouvait porter une part de responsabilité. C'était également la première fois que Coral et Paul Jones voyaient Bridger en personne depuis la disparition de leur fille. Ils ont déclaré qu'ils assisteraient au procès dans son intégralité, déterminés à suivre la procédure judiciaire jusqu'à son terme. En mars 2013, la BBC a rapporté que l'opération de recherche des restes d'April devait s'achever dans les semaines suivantes. Bien qu'une récupération complète n'ait pas été possible, la police a confirmé qu'elle travaillait en étroite collaboration avec le Crown Prosecution Service afin de finaliser le dossier en vue du procès. La date du procès a été fixée seulement 2 mois après l'inculpation, laissant un délai restreint aux enquêteurs et aux procureurs pour préparer leurs arguments et rassembler les éléments de preuve. Lorsque le procès a débuté le 29 avril, Mark Bridger a maintenu la version des faits qu'il avait donnée lors des interrogatoires précédents. Il a nié toute intention délibérée et a cherché à se présenter comme quelqu'un ayant tenté d'aider April après un incident qu'il affirmait s'être produit. Un élément clé remettant en cause ce récit provenait du témoignage de la jeune amie qui se trouvait avec April ce soir-là. Le témoin a décrit la manière dont April est montée dans le véhicule et s'est déplacée à l'intérieur. Des détails qui ne correspondaient pas à la version avancée par Bridger. Au tribunal, ce témoignage a été présenté de manière cohérente
et a permis au jury de comparer directement le récit de l'accusé avec les éléments de preuve recueillis. Lors du contre-interrogatoire, Brendan Kelly QC a posé des questions brèves et directes. Il a demandé si le jeune témoin avait clairement vu le Land Rover. « Oui, je l'ai vu », a-t-elle répondu. Il lui a ensuite demandé si elle était certaine d'avoir vu April parler avec l'homme. « Oui, j'en suis sûr », a répondu l'enfant. Parallèlement à ce témoignage, le tribunal a entendu d'autres éléments relatifs à la chronologie des faits. Vers 9 h le matin suivant la disparition d'April, Mark Bridger a conduit son Land Rover dans un garage en affirmant que le véhicule présentait un défaut. Un employé du garage a témoigné que, alors que la plupart des habitants semblaient inquiets et bouleversés, Bridger manifestait un niveau d'agitation inhabituel, demandant à plusieurs reprises le coût des réparations et le délai de restitution du véhicule, paraissant tendu et nerveux. Une bénévole participant aux recherches a déclaré qu'en traversant le village où vivait Bridger, elle l'avait vu sur une aire de stationnement près d'une berge, transportant ce qui semblait être un sac poubelle noir, à moins d'1 kilomètre de son domicile. Les témoignages ont continué à s'accumuler, en s'adressant à un employé postal au sujet d'April. Bridger a semblé surpris et a demandé quel type de véhicule la police recherchait. Plus tard, le même jour, alors qu'il rejoignait un groupe de recherche vers 14 h, il a fait des déclarations contradictoires, affirmant à certains moments qu'il était au courant de l'affaire depuis 9 h 30 et, à d'autres, qu'il avait participé aux recherches toute la nuit. Ces contradictions sont devenues un élément central que le jury devait apprécier au regard des autres preuves. Lors des interrogatoires, Bridger avait soutenu qu'April n'était jamais entré dans son domicile. Pourtant, au tribunal, confronté à des éléments médico-légaux déterminants, il a déclaré au juré que l'image d'April immobile devant sa cheminée le hantait dans ses rêves. Après la présentation de l'ensemble des preuves, le jury s'est retiré pour délibérer. Le 30 mai, il est revenu avec un verdict unanime. Mark Bridger a été déclaré coupable des 3 chefs d'accusation. Le tribunal a prononcé une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération, la sanction la plus sévère prévue par le droit anglais. Aujourd'hui, ses parents, Paul et Carol, ont assisté au verdict de culpabilité de Mark Bridger pour enlèvement et meurtre. Nous sommes soulagés que Mark Bridger ait été reconnu coupable du meurtre de notre adorable fille. Le 8 avril qui restera à jamais dans nos cœurs, nous sommes profondément touchés par le soutien immense que nous avons reçu de tant de personnes du monde entier. Bien qu'il sache qu'il ne sera jamais libéré, Mark Bridger a continué de refuser d'expliquer précisément ce qui est arrivé à April cette nuit-là, ni de révéler où pourraient se trouver les parties restantes de son corps. À ce jour, aucune autre trace d'April Jones n'a été retrouvée. Beaucoup estiment que ce silence constitue pour Bridger une dernière manière de conserver une forme de contrôle sur l'affaire. Après le procès, les enquêteurs ont décrit Bridger comme une personne ayant fourni à plusieurs reprises de fausses informations, présentant un schéma de manipulation et de dissimulation, et manifestant des centres d'intérêt profondément préoccupants et dangereux impliquant de jeunes filles. Plutôt que d'assumer sa responsabilité dès le départ, il a choisi de contester les accusations, contraignant les témoins et la famille à traverser un procès de 4 semaines et demie afin de présenter l'ensemble des éléments de preuve. De nombreuses personnes impliquées dans l'affaire ont déclaré que cette épreuve aurait pu être évitée si Bridger avait reconnu les accusations dès le début. Le détective superintendant Andrew John, qui dirigeait l'enquête, a déclaré « Mark Bridger est un individu manipulateur et malveillant qui cherche manifestement à exercer un contrôle. Il a commis l'un des crimes les plus horribles que l'on puisse imaginer, enlever et tuer une jeune fille vulnérable. Il semble profondément perturbé. » En juillet 2013, la BBC a rapporté que Mark Bridger avait été agressé alors qu'il purgeait sa peine. Âgé de 47 ans. Il a été blessé à l'aide d'un objet tranchant improvisé alors qu'il se déplaçait dans un couloir de la prison de Wakefield, HMP Wakefield. Dans le West Yorkshire, il a été transporté à l'hôpital, où plusieurs points de suture ont été nécessaires. Mais les médecins ont confirmé que ces blessures ne mettèrent pas sa vie en danger. Bridger a été reconduit en détention plus tard le même jour. En septembre 2013, la famille Jones a organisé une cérémonie commémorative et des funérailles pour April.
Comme son corps n'a pas pu être intégralement retrouvé. Un cercueil vide a été conduit en calèche jusqu'à un cimetière situé près du lieu où April avait disparu. La police a remis à la famille les cendres et les fragments restants pouvant être inhumés, ainsi que les effets personnels d'April. Cela a offert à la famille un lieu pour faire son deuil, se souvenir d'April et se réunir à nouveau. Le cercueil d'April a parcouru le 1,5 km séparant sa maison de l'église, traversant le centre-ville sous les rubans roses qui jalonnaient son parcours. En octobre dernier, ces rubans portaient le symbole de l'église. Aujourd'hui, ils lui rendent hommage et des centaines de fidèles de cette paroisse ont participé à la procession solennelle. Des parents serrent leurs enfants contre eux. L'église était trop pleine pour accueillir tous les participants. En décembre 2013, le ministère de la Justice a confirmé que Mark Bridger avait déposé une demande d'autorisation d'interjeter appel. Cependant, à peine un mois plus tard, les autorités ont annoncé qu'il avait retiré sa demande, 11 jours avant la date prévue pour l'audience. En novembre 2018, de grandes entreprises de moteurs de recherche ont annoncé des mesures renforcées visant à limiter l'accès aux contenus en ligne liés aux abus sur enfants, bloquant environ 100 000 termes de recherche et empêchant l'affichage de résultats associés à des contenus illégaux. Entre-temps, à Mount Pleasant, la propriété qui avait autrefois été au centre de l'affaire a par la suite été entièrement démolie. La famille d'April était présente pour assister à ce moment. Pour vous deux, que représentait cette maison? L'horrible meurtre de ma fille et d'un enfant de 5 ans, une vie fauchée en plein vol, ce ne sont que des cauchemars. Depuis sa disparition, vous savez, c'est comme si cette maison avait été démolie aujourd'hui. C'est un soulagement pour nous. Quelque chose ne nous hantera plus, quelque chose qui ne nous tourmentera plus jamais. C'est toujours présent, comme si la route principale était là, tout simplement. On passe devant cette route tous les 2 ou 3 jours, comme si elle était toujours là. Alors on n'a plus peur de passer devant. Et c'est un soulagement. Peut-être qu'on va enfin pouvoir tourner la page. Le père d'April, Paul Jones, a par la suite été diagnostiqué d'une affection cérébrale rare. En février 2018, la famille a révélé que la maladie l'avait rendu incapable de se souvenir de ce qui s'était passé. Coral Jones a déclaré au journal The Mirror que Paul ne comprenait pas pourquoi April ne venait plus lui rendre visite à l'hôpital. Malgré cela, la famille a affirmé qu'April devait être rappelée pour la joie et la chaleur qu'elle avait apportée à tant de personnes, et non pour les circonstances tragiques qui ont mis fin à sa courte vie. L'affaire April Jones nous confronte à une réalité douloureuse. Un seul moment sans sécurité peut entraîner des conséquences irréversibles. Les actes de Mark Bridger sont totalement condamnables. Il ne s'agissait ni d'une erreur, ni d'un accident inévitable, mais d'une série de choix délibérés ayant mis une enfant en danger et causé une perte irréparable à une famille. En même temps, cette affaire porte un enseignement clair pour l'ensemble de la communauté, en particulier pour les familles ayant de jeunes enfants. Les enfants, surtout lorsqu'ils sont encore dépendants en raison de leur âge, ne sont pas capables de reconnaître seuls les risques lorsqu'ils jouent dehors sans surveillance d'un adulte. Les quartiers familiers et les rues apparemment sûres ne le sont pas toujours réellement. Permettre aux enfants de jouer à l'extérieur doit s'accompagner de la présence d'adultes. De limites claires quant au temps et à l'espace, ainsi que d'une vigilance concernant les personnes à proximité. La protection des enfants ne relève pas uniquement de la responsabilité des parents, mais d'une responsabilité partagée par toute la communauté. Être attentif, signaler toute situation suspecte et réagir rapidement peut prévenir des drames. April Jones mérite d'être rappelée comme une enfant lumineuse et innocente, profondément aimée. La seule manière d'honorer sa mémoire est de veiller à ce que les leçons de cette affaire ne soient pas oubliées. Cette vidéo a été réalisée à des fins éducatives et pour sensibiliser le public à la justice et à la protection des enfants. Sans intention de sensationnaliser ni de choquer, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre dans nos prochains épisodes de documentaires True Crime, où chaque histoire est une voix pour la justice des enfants, pour leur protection et pour un monde dans lequel chaque enfant est en sécurité, aimé et entendu.